Chers téléspectateurs de Savane TV, Madame, Monsieur, bienvenue. Vous regardez Savane Eco, votre magazine économique. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la série sur le budget de l'État 2021. Aujourd'hui, avec les invités de Savane Eco, il est question du budget communal. Comment se fait la mobilisation des ressources communales? Sur ce plateau, M. Sampaouende Ouedraogo, conseiller municipal de la commune urbaine de Kaya, et M. Herman Douagno, secrétaire exécutif de Sera FP. Messieurs, bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Bienvenue. Merci. Et pour commencer, donc, je vous propose de suivre le micro-trottoir réalisé par l'équipe de Savane Eco dans la commune de Koubri sur la collecte des impôts et taxes. Les impôts et les taxes servent à couvrir les dépenses publiques et à réaliser les prestations économiques et sociales de l'État. C'est aussi le moyen d'exprimer la solidarité et l'égalité des citoyens devant les dépenses publiques, indépendamment des avantages reçus ou des services utilisés. À quelques kilomètres de Ouagadougou, dans le grand marché de la commune rurale de Koubri, les commerçants ne sont pas au même niveau d'information. Si certains disent payer régulièrement leurs impôts et ne savent pas à quoi cela sert-il, d'autres par contre disent ne les avoir jamais honorés. Les impôts de taxes là, on n'a pas payé. Et ça vaut 2 mois. À Koubri ici, nous on paye les impôts. La chef de marché, elle vient ici, chaque marché elle vient. Chaque fois elle vient prendre le ticket pour le donner nous, que nous on donne l'argent. On paye les impôts quand on utilise pour vendre, on vend ce qu'on gagne, qu'on utilise pour payer les impôts. Bon, souvent les impôts, il y a la mairie qui passe pour prendre les impôts. Souvent aussi on part à la mairie pour donner les impôts là-bas. Donc c'est comme cela on fait. Les impôts, quand ils prennent l'argent, ils utilisent pour nettoyer le coin et puis ça devient vraiment rentable, quoi. Je n'ai jamais payé les impôts et je ne sais pas à quoi ça sert de payer les impôts. Parfois, ils viennent nous réclamer. On paye tout le temps. Mais sans vous mentir, je ne sais pas qu'est-ce que la mairie fait avec l'argent que nous payons. Ils nous disent seulement de payer sans aucune explication. Marcel Zungrana, maire de la commune de Koubri, explique le processus de paiement des impôts et des taxes tout en précisant que les impôts sont plus qu'importants pour le développement. Payer les impôts, les gens ne connaissent pas pourquoi ils doivent payer des impôts. Je pense que la base de cette collecte-là, c'est d'abord faire de telle sorte que les gens puissent savoir exactement si les collecteurs passent, où est-ce qu'ils mettent cet argent-là et ça va servir à quoi. Et je pense que dans ce sens-là, les gens ne vont plus se poser des questions à se donner pour ces collectes. Alors, du coup, l'argent que nous recevons est directement reversé aux impôts. Et je pense que l'essentiel sera fait. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens, les faire comprendre que payer les taxes, c'est normal. Tout un citoyen doit payer ces taxes-là. Parce que ça nous revient. Souvent, on a l'habitude de demander que voilà, l'État n'a qu'à essayer de nous donner des hôpitaux, ou bien construire des barrages, des routes, faire des éclairages publics. Mais les gens ne savent pas que c'est ces taxes-là qui nous reviennent pour cette art de travail-là. Je pense que si on arrivait à faire sensibiliser ces gens-là, leur montrer que l'argent qu'ils donnent à l'État nous revient après, je pense que ça va faciliter la tâche pour que tous ces citoyens-là puissent se donner dès que ces collecteurs passent devant eux pour leur demander leur contribution. Marcel Zungrana d'ajouter que son institution est ouverte à tous les citoyens qui désirent être informés sur le rôle que jouent les impôts dans la société. Tout citoyen qui vient, que tu viennes de la commune ou de l'extérieur de cette commune, tu es libre de venir te renseigner pour en savoir plus où va cet argent-là. Je pense qu'il n'y a pas de souci dans ce sens-là. Que ce soit partout dans ce pays, les mairies sont toujours ouvertes pour donner des renseignements clairs par rapport à ça. Une partie des commerçants du grand marché de Koubri, qui n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra, dit comprendre l'importance des taxes et des impôts.
De retour sur le plateau de Savaneco, Monsieur Douagno, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on entend par budget communal? Oui, ce qu'il faut dire en termes de définition terre à terre, c'est qu'un budget public, donc le budget de la commune, qui est aussi un budget public, est le budget donc d'une communauté. C'est comme si on amène ça à l'échelle d'une famille. Donc c'est le budget de la communauté, donc de la famille, voilà, qui retrace les ambitions de développement de cette famille sur un horizon temporel donné, et pour ce qui est du budget de la commune, donc c'est sur 12 mois, et également qui envisage les moyens à mettre en œuvre, donc à recouvrer, à mettre en œuvre pour pouvoir les gens qui s'y connaissent en matière budgétaire ou en matière de finances. Donc, même si vous leur donnez le budget, ils ne sauront pas l'analyser, ils ne sauront pas quoi dire. Et il faut que donc ils soient accompagnés de personnes de ressources. Lesquelles personnes de ressources aussi ne peuvent pas venir s'asseoir sans que vous ne puissiez les prendre en charge. Donc, du coup, il y a un problème de fonctionnement qui est là. Donc, ça fait que y a des communes, il y a énormément de communes vraiment où il y a en tout cas cette insuffisance-là qu'il faut corriger au niveau de la CAEF. Mais je crois que la commune urbaine de Kaya, quand même se démêle bien pour pouvoir faire fonctionner cette commission-là. Et effectivement, une fois que la commission a fait ses examens et tout, le maire convoque donc la session budgétaire et ventile donc les documents revus et convoque donc le jour de la session. Il va présenter le budget et puis à chaque chapitre, les conseillers sont appelés donc à voter. Donc il faut savoir que le budget n'est pas voté de façon en bloc, donc en totalité, mais les conseillers sont appelés au vote chapitre par chapitre. Ça veut dire qu'ils doivent analyser chapitre par chapitre et puis dire s'ils sont d'accord avec ce que le maire a mis comme montant ou s'ils ne sont pas d'accord. Et dans lequel cas, les discussions donc s'engagent, donc ce qu'on appelle les débats budgétaires, et ils vont tomber donc d'accord sur un montant qu'ils vont mettre soit en réduction du montant du maire, de la proposition du maire, ou en augmentation de la proposition de la proposition du maire. Et une fois que ça c'est fait, bon, bien sûr, c'est transmis à la tutelle, qui est à travers la CTR, qui va donc l'approuver. Et là, à ce niveau, il y a principalement... La CTR. C'était la commission technique régionale, voilà, qui va donc l'approuver. Et à ce niveau, bon, ils ont un certain nombre de critères, maximum 3, parce que il y a un 4e critère, mais là, il y a beaucoup de communes qui n'empruntent pas, donc ce critère-là n'est pas trop regardé. Mais par exemple, quand ça arrive, il y a d'abord la sincérité budgétaire qu'ils vont regarder. Si vous avez confectionné le budget en toute sincérité avec le potentiel fiscal de la commune et puis bon, les dépenses réalistes que vous avez données. Il y a également le prélèvement obligatoire sur des 20% des recettes propres de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement. C'est vraiment des règles pour amener les collectivités à investir, donc à promouvoir le développement à la base, que de fonctionner. Et il y a aussi le fait que le tiers, au moins le tiers des dépenses totales doit être consacré aux dépenses d'investissement de la collectivité. Donc tous ces éléments-là sont regardés à la loupe au niveau de la CTR, et quand la collectivité qui a présenté son budget ne rentre pas donc dans ces critères, la CTR, si c'est pas les changements ne sont pas très profonds, la CTR change, modifie le budget à son niveau et valide. Sinon, on renvoie le maire avec son budget qui va aller le retravailler et convoquer encore un nouveau conseil, voilà, pour pouvoir donc voter le budget et le ramener à la CTR. Donc voici un peu comment les choses se passent. Donc il faut dire que de juin, dès que la circulaire sort, à fin octobre, voilà, le budget de la collectivité doit être voté par le conseil et transmis à la tutelle qui a aussi 45 jours pour donner son approbation. Non, tout comme le budget de l'État, le budget communal est composé d'une part des dépenses et d'autre part des recettes. Mais maintenant, pour faire face aux dépenses, il faut des recettes, il faut des ressources. Mais comment au niveau d'une commune, par exemple, commune urbaine de Kaya, je donne un exemple, comme vous êtes conseiller municipal de la commune urbaine de Kaya, comment se fait la mobilisation des ressources pour faire face aux dépenses prévues dans le budget, monsieur Drago? Alors, il faut dire que au niveau de la collectivité, ce sont les ressources communales qui sont
peut-être les ressources propres, il y a les ressources aussi transférées, il y a aussi certaines ressources de coopération. Et généralement, il y a des collectivités qui ont déjà des coopérations avec d'autres villes. Et il y a également aussi le fait que le dynamisme du maire peut aussi l'amener à avoir des partenariats avec des organismes internationaux ou nationaux pour pouvoir aussi mobiliser ces ressources. Donc voilà à peu près ce qui constitue un peu les ressources des collectivités. Mais lorsque vous dites ressources propres, de quoi il s'agit exactement? Alors il faut dire que ce sont les taxes. Et je crois que monsieur l'expert le disait tout de suite, vous avez les infrastructures marchandes, vous avez les taxes au niveau des marchés, vous avez également aussi les taxes de jouissance pour les terrains, pour les parcelles. Et il y a un certain nombre de taxes et un certain nombre de taxes que vous arrivez à prélever, que les collectivités même arrivent à taxer pour avoir des ressources propres. Et en ce qui concerne les ressources transférées? Bon, les ressources transférées, vous savez très bien qu'au niveau des collectivités, il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées au niveau communal. À savoir qu'il y a un certain nombre de ministères qui devraient vraiment avoir leurs représentants au niveau des collectivités. Et pour ce faire, la mise en œuvre de ces politiques publiques au niveau communal devrait suivre également des transferts de ressources financières à ces collectivités-là. Et généralement, ces fonds-là sont déjà connus à l'avance et les mairies les intègrent également dans le budget qui constitue aussi le budget communal. Mais ces ressources transférées représentent à peu près combien de pourcents dans les recettes? Bon, c'est peut-être l'expert qui peut essayer de dire cela. Nous, en tant que politique, nous essayons seulement de voir, on nous a transféré combien de francs cette année. Lorsque vous dites on nous a transféré, qui vous transfère? C'est l'État, au niveau de l'État, c'est les différents ministères. Par exemple, quand vous prenez, il y a certains ministères qui ont déjà fait les transferts, il y a d'autres pour le moment qui hésitent. Voilà, mais quand vous prenez par exemple l'éducation, on peut dire déjà que le transfert est effectif. Les fournitures scolaires, les infrastructures scolaires, l'accès, la qualité et tout, ça c'est déjà transféré au niveau des collectivités. Donc ce sont les collectivités qui essayent au cours de l'année de voir où investir, comment s'y prendre, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas pour certains ministères qui pour le moment, en tout cas, n'ont pas encore pu transférer ni les compétences ni les ressources au niveau des collectivités. Vous avez parlé aussi de la coopération avec d'autres villes. Oui. Alors ça c'est, par exemple si vous prenez la ville de Kaya, nous avons un jumelage avec une ville française, Châtellerault, et allemande qu'on appelle Erzo, et qui régulièrement chaque année il y a un certain montant qui nous est affecté. Et ce montant-là également doit être intégré dans le budget communal. Voilà. Il y a également aussi le fait que, comme je le disais tantôt, le maire doit être un grand mananguer. C'est vraiment un homme qui doit s'ouvrir aux autres, qui doit aller vraiment aussi exposer les difficultés de sa commune et nouer des partenariats, des relations avec des organisations nationales, des ONG et tout, pour pouvoir subvenir, en tout cas, répondre aux aspirations profondes de sa communauté. Et généralement, s'il a des fonds, ces fonds, on ne remet pas ça au maire directement, mais ces fonds-là aussi viennent au niveau aussi du budget communal où on vote soit au budget supplémentaire pour intégrer ces budgets-là et connaître également la contribution de ces ONG-là dans le développement de la collectivité. Donc c'est vraiment... il faut dire que généralement les ressources mobilisées là dépendent aussi du dynamisme du maire qui doit vraiment travailler avec la commission des finances, avec certains experts qu'il peut effectivement demander pour qu'on puisse faire vraiment une revue de toutes les ressources qui sont au niveau de sa collectivité et essayer de voir quelles sont les voies et les stratégies qu'il pourrait emprunter maintenant pour pouvoir mobiliser les ressources et vraiment propulser le développement là, au niveau local. Monsieur Douagnon, vous avez entendu Monsieur Ouedraogo qui nous explique, qui nous parlait des différentes sources des recettes communales et tout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez apporter des précisions? Oui, bon, c'est vrai qu'il a fait un peu le tour des différentes catégories de ressources que les collectivités peuvent mobiliser.
Peut-être que ce qu'il faut noter ici, c'est que faut peut-être faire le distinguo entre collectivité territoriale région et collectivité commune. Okay. Parce que les régions n'ont pas de population, donc n'ont pas de matière fiscale. Donc ça fait que la collectivité joue en fait les collectivités territoriales régions, donc les conseils régionaux, vivent au crochet des communes donc sous leur tutelle. C'est-à-dire que la commune de Kaya et puis les autres communes donc, de la région du centre-nord vont à travers donc des clés de répartition doter le conseil municipal d'un certain nombre de recettes qui recouvrent au niveau même de leur ressort territorial pour donc participer au fonctionnement de ces conseils régionaux. Parce que ça va un peu dans la mission même de chaque type de collectivité. Par exemple, les conseils régionaux sont des entités donc, de coordination du développement, alors que l'entité de développement, à la base, c'est la commune. Donc, de ces faits, étant une entité de développement, la commune devrait normalement avoir un ensemble de recettes. D'abord, les recettes fiscales locales, qui sont beaucoup plus recouvrées par les services des impôts. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme patente, tout ce qu'il y a comme taxe de jouissance. Donc, tous les éléments qui sont en fait définis par le Code général des impôts au niveau de l'État, mais qui sont recouvrés au niveau de chaque ressort territorial. Et là, ce n'est pas spécifique à chaque commune. C'est-à-dire, chaque commune, normalement, est soumise à ces règles. Alors que les taxes locales, telles que l'enlèvement des agrégats, les taxes de stationnement, les taxes d'occupation du domaine public, ce sont des taxes que le conseil municipal, au regard de sa situation, de la situation de la commune, décide d'instituer à travers des délibérations. Donc ça veut dire que la décision de dire à la population de payer telle ou telle taxe, elle émane, pour ce qui concerne les taxes locales, du conseil municipal. Donc ce qui veut dire que d'une commune à une autre, on peut ne pas avoir les mêmes taxes. C'est-à-dire que dans une, par exemple, au Kaya, on peut délibérer sur la taxe d'enlèvement du domaine public, délibérer sur la même taxe, la même nature de taxe ailleurs, par exemple à Yalgo, mais le contenu, par exemple, en termes de mètres carrés à imposer, donc si c'est 50 francs à Kaya, ça peut ne pas être 50 francs à Yalgo. Parce qu'ils n'ont pas la même, ils n'ont pas la même vision ou le même poids, par exemple, par rapport à cette taxe. Donc c'est vraiment différent, c'est spécifique à chaque commune. Donc ça, c'est ce qu'il faut relever. Et l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, au-delà des fonds donc, émanant des fonds de la coopération décentralisée, donc tels que les jumelages et puis les partenaires au développement qui les accompagnent. Il y a aussi des fonds d'appui à la décentralisation tels que le PACT, le fonds permanent, et puis le FICO et autres, qui interviennent donc pour financer certaines actions donc, des collectivités qu'il faut aussi souligner, qui sont assez importants. C'est assez important et là il faut vraiment donner l'information à la population parce que le défi, c'est vraiment de faire en sorte que les réalisations qui seront faites sur ces ressources-là soient des réalisations donc en fait qui viennent des aspirations profondes des communautés. Sinon, après, il y a un problème d'entretien et il y a un problème même d'exploitation. Donc, vous pouvez construire un marché. Mais si les besoins émanent des populations, là, les populations vont occuper l'infrastructure et même l'entretenir. Mais si les besoins a été imposés aux populations, bon, finalement, vous vous retrouvez avec une infrastructure, avec des monstres marins. La population n'en voit pas l'utilité. Voilà. Et même si elle en voit l'utilité, le fait que ça peut mettre le site d'implantation. Si le site n'a pas été défini de concert avec la population, peut-être que dans la culture locale, c'est un site sacré ou bien c'est un site, en tout cas, qui revêt une importance particulière ou un caractère particulier pour la population, ils refusent d'y aller. Donc, c'est vraiment de travailler à ce que les communautés-là soient impliquées dans non seulement la détermination des besoins, mais aussi la détermination des sites d'implantation, pour pouvoir donc aller dans un sens où on ne construit pas des infrastructures pour après les voir de se détériorer, inexploitées et autres. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Maintenant, pour terminer, il y a aussi les transferts
de l'État, distingué élu, M. Ouédraogo a déjà parlé des transferts, donc des ressources en accompagnement des compétences transférées. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que au regard, parce que l'État a un devoir d'assistance donc vis-à-vis des collectivités. Donc il y a des fonds de dotation qu'on donne aux collectivités pour, par exemple, leur permettre de fonctionner. Mais c'est vraiment au regard de l'ampleur de sa collectivité. Et donc c'est le fonds, par exemple, pour le fonctionnement, le fonds pour l'équipement. C'est-à-dire même si la collectivité n'arrive pas à recouvrer assez sur son ressort territorial, qu'il ait quand même un petit fonds qui lui permette de se développer. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut creuser, M. Ouédraogo l'a déjà dit, c'est le fait que le transfert des ressources, c'est-à-dire vous avez transféré des compétences aux collectivités. Donc l'État a fait cette opération. Mais les moyens qui doivent leur permettre d'assumer ces compétences ne leur sont pas transférés. Donc du coup, on se retrouve dans un transfert de problèmes aux collectivités. Mais est-ce qu'il s'agit uniquement des transferts des compétences? Puisque les compétences ont été effectivement transférées. Oui, transférées. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres transferts qui sont accompagnés des ressources? Oui. Non, c'est les compétences. Les compétences, c'est quoi? Par exemple, quand vous prenez les différents secteurs, je sais qu'il y avait 11 blocs de domaines qui devraient être transférés. Sur le papier, tout est transféré. Les arrêtés d'opération et autres ont été pris, les décrets ont été pris. Mais quand vous arrivez au niveau des collectivités, c'est vraiment principalement dans le domaine de l'éducation qu'on voit que les choses bougent beaucoup. Dans le domaine de la santé, moi j'ai dit, mais bon, à un moment donné, il faudra qu'on tape du poing sur la table, sinon les collectivités ne vont pas pouvoir avoir de ressources. Alors que aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, s'il va au centre de santé, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'ordonnancier, il n'y a pas d'imprimé spécifique, il n'y a même pas de gaz pour la chaîne de froid pour conserver les réactifs, il ne pourra pas se faire prendre en charge. Alors que ce sont des ressources qu'on devait transférer pour que les collectivités puissent mieux prendre en charge la santé de leur population. Et ça, dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas imaginer par exemple qu'aujourd'hui, l'État, en termes de construction d'infrastructures, au niveau de chaque ministère sectoriel, on concentre 95% des ressources que le ministère lui-même gère. Ça veut dire qu'on vient, on implante une école, par exemple à Kaya, et très souvent on ne les informe pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas informés, donc il y a même la coordination des réalisations qui n'est pas très assurée. Et moi, j'ai toujours dit, bon, si vous dites que le ressort territorial appartient aux autorités locales, en intervenant dessus, il faut les informer. Ou bien, carrément, vous transférez les ressources et ils décideront donc de mettre en œuvre la carte éducative ou la carte sanitaire au regard des besoins sur le terrain. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un autre besoin que la commune de Kaya a, il y a des déplacés internes. Donc, on ne peut plus parler de la carte éducative classique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des concentrations, parce qu'il y a eu des déplacés internes. Il faut donc trouver des solutions, par exemple, pour éduquer les enfants de ces réfugiés. Il faut trouver des solutions pour les prendre en charge, pour le logement, pour même l'assainissement et autres. Et même pour l'alimentation, il faut trouver des ressources. Mais on ne voit que le maire, on ne peut pas sauter le maire pour venir voir le ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a les ressources propres aussi de la commune. Oui, c'est là où j'ai dit toujours que nous sommes, nous sommes à une décentralisation embryonnaire où les collectivités n'ont pas encore assis un tissu économique qui leur permette de recouvrer assez au niveau de la commune pour pouvoir gérer les problèmes ou les besoins des populations. Maintenant, vous prenez le cas des entreprises. Les entreprises, c'est soit Ouagadougou, c'est soit Bobo. Mais quand vous prenez Ouagadougou et Bobo, en termes de recouvrement, ils n'ont pratiquement pas de problème. C'est comme nous l'avons vu dans le micro-trottoir, il y a un intervenant qui disait que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas payé ses impôts, ni ses taxes et tout. Est-ce que c'est un problème qui est au niveau de la commune pour recouvrer, ou ce sont les personnes qui ne sont pas au courant, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ne sont pas au courant de différentes taxes? Oui, bon, ça peut être les deux, hein. Il y a certaines personnes qui sont au courant, mais qui estiment qu'ils peuvent trouver des contours et des détours pour ne pas payer. Et il y a d'autres, effectivement, qui ne savent même pas qu'effectivement il faut payer des taxes. Mais je me rappelle très bien que nous avions organisé, à un certain moment, une opération de payer les taxes de résidence.
savez que tout citoyen dans la commune, en tout cas chaque année, devrait payer ses taxes de résidence. Mais les gens ne cherchent les taxes de résidence que pour complément de dossier. Alors, ça c'est déjà un point. Tout le monde sait qu'il faut payer sa taxe de résidence. Mais malheureusement, on ne la paye pas. C'est quand on a besoin d'un document, on va vous dire, bon, il faut joindre la taxe de résidence, qu'on court maintenant pour chercher, et généralement aussi, on essaie de dire qu'il faut 2 ou 3 ans. Bon, il est capable de venir payer avec les années antérieures. Donc bon, c'est vraiment, ça pose le problème aussi du civisme fiscal, de la citoyenneté et tout. Parce que bon, on critique le maire, on dit le maire ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il y a des creux par là, bon, il n'y a pas d'eau potable ici, il n'y a pas d'école. Mais le maire ne peut pas enlever ça de sa propre poche. Il n'en a pas d'ailleurs. Donc c'est en fonction aussi de votre civisme, de votre niveau d'engagement de citoyenneté qui permet à la commune aussi de fonctionner. Et dès que vous êtes à jour de votre tas de résidence, vous êtes à jour aussi de vos impôts, vous pouvez maintenant vous considérer comme étant un citoyen actif et pouvoir aussi contribuer, soit par des critiques, soit par des interpellations au développement de votre collectivité. Mais donc, comment faire pour venir à bout de ce problème pour toutes ces personnes, que ce soit des personnes physiques ou personnes morales, qui ne payent pas ou bien qui ne payent pas leurs impôts et taxes? Bon, c'est comme l'expert le disait tout de suite, et on a parfois l'accompagnement aussi des services techniques qui peuvent essayer d'aller vers ces gens-là, expliquer, et essayer de faire aussi le recouvrement et tout. Mais parfois aussi c'est pas facile, c'est pas simple. Vous savez que plusieurs personnes pensent simplement que dès que moi je connais le maire, je peux déjà outrepasser, je peux ne pas payer mes taxes. Ou bien je peux dire au maire, bon, nous sommes camarades, c'est nous qui avons travaillé à ce que vous soyez élus, on est venu me déranger et tout. Il faut toujours de la sensibilisation, il faut toujours de l'éducation citoyenne pour que les gens arrivent à comprendre que pour que la collectivité progresse, pour que la collectivité se développe, il faut que les uns et les autres aussi puissent accepter, contribuer, puissent accepter aussi se donner. Donc ça c'est le travail de sensibilisation, d'éducation et peut-être de répression, pour que tout le monde soit en tout cas au même niveau et qu'il n'y ait pas d'inégalité dans ce volet-là. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, est-ce qu'il y a eu des actions de la commune pour faire comprendre, pour connaître certaines taxes et certains impôts aux personnes qui ne sont pas au courant, pourtant elles doivent payer? C'est très rare, c'est très rare qu'ils ne soient pas au courant. Parce que dans notre micro-trottoir, il y a une personne qui a dit ne pas être au courant de certaines taxes qu'il faut payer. Ah oui, au nom de ce bénéfice du doute, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas lui dire, on peut pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais comprenez seulement que quand il s'agit de payer les taxes, quand il s'agit de payer les impôts, il faut même, voire même au niveau même assez élevé, les gens hésitent. On n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture d'aller régulièrement et montrer que nous sommes des citoyens, montrer que nous sommes des Burkinabés. Non. Ce que nous connaissons, c'est simplement peut-être les critiques, et les vociférations inutiles et tout. Sinon, c'est très rare que quelqu'un qui arrive à entreprendre, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans n'importe quel domaine, et vous disent que lui n'est pas au courant qu'on doit payer des taxes. Pour moi, je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'il y a quand même des sensibilisations, que ce soit par les médias au plan national ou au niveau local, il y a quand même des sensibilisations et tout qui montrent que le pays ne peut pas fonctionner sans que les gens ne paient les taxes et leurs impôts. Donc pour moi, il me paraît vraiment très difficile d'accepter en tout cas de tels propos. Dans l'élément qu'on a suivi, il est aussi question de de la destination de ces taxes et impôts. Les gens ne savent pas en fait pourquoi on paye ces impôts, pourquoi on paye ces taxes. Est-ce que ce n'est pas la raison qui justifie l'incivisme fiscal, Monsieur Dagnon? Oui, en réalité, je crois que M. Ouédraogo a dit quelque chose d'assez important. Mais moi j'allais pousser l'analyse un peu plus loin. C'est vrai. Allez-y avant de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que, rapidement, c'est qu'est-ce que l'État fait pour moi, qu'est-ce que la commune fait pour moi. Mais on se dit jamais, on ne se pose jamais la question inverse. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour la commune, ma communauté, ou qu'est-ce que j'ai fait pour l'État? Parce que la décentralisation, c'est ça son but. Faire en sorte que ce soit les fils de la localité qui développent la localité, maintenant en partenariat avec des autres communes, oui, parce qu'on est dans un même pays. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les communes sont des entités de développement.
Et moi, je vois mal, par exemple, le développement porté par les ministères. Ils doivent assurer la coordination stratégique. Maintenant, pour en revenir, vous savez, le tissu économique est tel que le niveau d'informalisation de l'activité économique au niveau de nos collectivités est très élevé. C'est-à-dire, vous prenez par exemple quelqu'un qui est dans le commerce, donc une femme qui sort chaque soir faire des galettes, vous amenez, elle-même elle se débrouille pour se nourrir, vous invitez un soir devant son commerce et puis vous lui dites de payer. D'abord, il y a de très fortes chances qu'elle ne soit pas au courant de ce qu'elle doit payer comme impôt, comme taxe. Deuxièmement, en fait, c'est comme si elle arrive à se démerder, à se débrouiller pour subvenir aux besoins de sa famille. Et vous, au lieu de l'accompagner, vous venez encore lui demander de faire de donner un peu pour la communauté. Donc ça, c'est un peu en lien avec ce qu'on fait de l'argent de l'impôt. C'est comme une des intervenants l'a dit dans le micro-trottoir, qu'elle paye toujours, mais vraiment elle ne sait pas ce que la mairie fait de l'argent. Ça veut dire que quelque part, c'est pas que la mairie ne fait rien, c'est que la mairie fait. Elle n'est pas à un niveau où elle accède à ces services-là. Donc il faudra que, peut-être au niveau de l'État, là je n'accuse pas, je ne jette pas l'anathème sur les collectivités, mais qu'au niveau de l'État, on puisse porter réellement la décentralisation. Qu'on puisse dire, on ne peut pas continuer avec des entités qui ne sont pas économiquement viables, comme certaines communes, mais que dans certaines communes, au moins, on ait des acteurs, comme l'a dit M. Ouedraogo, qui essaient de se formaliser. Et quand on se formalise, automatiquement, on paye les impôts, puisqu'il faut des papiers. Il y a ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il faut que les gens puissent participer même à l'exécution du budget. Vous savez, j'ai toujours dit, quel que soit l'argent qu'on donne aux collectivités, ça ne va jamais impulser le développement, ça ne va jamais accroître les ressources de la commune, tant qu'on ne va pas commencer à leur permettre de passer sur certains marchés de la commune, c'est-à-dire uniquement aux entreprises locales. Parce que les entreprises vont venir de Ouagadougou, venir exécuter, prendre les marchés, les exécuter, puisqu'elles sont mieux formées, elles sont plus formalisées. Mais quand une entreprise est installée à Ouagadougou, la patente là, c'est pas vous qui la collectez. La patente, c'est la commune de Ouagadougou qui la collecte. Donc pour développer le tissu économique au niveau de la commune, il faut que l'entreprise même ait son siège au niveau de la commune. Aujourd'hui, on a dit que la préférence locale pour les marchés publics, la commande publique, c'est de 5%. Mais les entreprises même ne peuvent même pas profiter de cette préférence locale puisqu'elles ne sont pas formalisées. Il y a la question aussi de la proximité. Vous savez qu'on peut mieux délivrer un service quand on est à proximité des autorités qui ont commandité le service que quand on est loin. Un entrepreneur qui vient pour construire une école, qui amène des ouvriers qui viennent s'asseoir au Ouagadougou et qui va venir de temps à autre pour superviser, il y va de soi qu'on ait des infrastructures de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une question, moi, à mon avis, qu'il va falloir vraiment poser et vider. Parce que ça, c'est ça qui peut impulser le développement à la base. Et c'est ça aussi qui peut permettre à la collectivité d'avoir un tissu économique et puis pouvoir donc prélever des ressources assez conséquentes pour pouvoir gérer son développement. Et j'aime dire que, bon, dans certains pays où la décentralisation est assez avancée, les transferts, c'est en sens inverse. Ce n'est pas l'État qui transfère aux communes, mais ce sont les communes qui transfèrent à l'État. Parce que c'est les communes qui assument tout ce qui est action de développement. Et donc les entreprises, même pour pouvoir avoir accès à certains marchés, sont obligées de s'installer dans les communes et travailler avec ces communes-là. Et c'est ce qui fait que, bon, on peut aussi à un moment donner la force aux maires. Il y a aussi la question de l'intervention intempestive de certains conseils. En réalité, il faudra aussi que, au niveau de chaque commune, on assainisse un peu la gouvernance, parce que il y a des conseillers, même par ignorance, qui interviennent pour dire, c'est mon neveu. Par exemple, les taxes d'enlèvement des agrégats, la police municipale, la télé, on l'appelle, dit bon, laissez, c'est mon neveu, bon, on va se voir après. Ou bien, vous-même, vous voyez là. Donc, finalement, quand c'est comme ça,
Même quand tu ne le fais plus, c'est comme les 10% quand ce que le secteur privé dit aujourd'hui, quand il y a un marché, tu ne donnes pas 10%, tu n'auras plus de marché. Mais en réalité, c'est parce que ça a commencé et ça continue. Donc il faut mettre fin à ça. Et effectivement, l'intervention qu'il y a eu entre-temps des conseillers a fait qu'aujourd'hui, même si le conseiller n'intervient plus, moi, je ne sais pas que le conseiller va plus intervenir. Moi, en tant que citoyen, si on vient me voir, je sais que j'ai bataillé pour qu'il soit élu, pour que M. Ouedraogo soit élu. Il a dit à M. Ouedraogo, il faut voir tes gars là, hein, ils m'ont pris moi à moto. Donc, alors que j'ai commis une infraction, je dois payer. Donc, il y a tous ces éléments-là. Maintenant, c'est doublé aussi de l'incivisme volontaire. L'incivisme volontaire, c'est quoi? C'est que moi, je décide de ne pas payer. Alors que je suis au courant que je dois payer. Maintenant, cet incivisme volontaire a plusieurs causes. C'est vrai que moi j'aime dire que la principale cause, c'est que très souvent quand les gens payent, les gens ne voient pas le retour. Parce que c'est comme si on donne de l'argent à un bon père de famille qui va faire la redistribution et ça va vous arriver. Mais quand tu ne vois pas le retour, à un moment donné, c'est-à-dire on dit tu dois aller dans le centre de santé, tu dois te soigner gratuitement, mais tu dois te soigner à moindre coût, ton enfant va aller à l'école, il y a la gratuité de l'école. À un moment, tu te rends compte que toi, tu payes beaucoup plus d'argent pour que ton enfant aille à l'école, tu payes beaucoup plus d'argent pour aller te faire soigner, mais toi tu te dis, bon, tant que je ne paye plus les impôts, je vais m'auto-prendre en charge. Et c'est aussi cette question qu'il faut vider. C'est vrai que dans notre pays, tout ne dépend pas seulement des collectivités. Tout aussi dépend de l'État. Et en passant même, il y a aussi actuellement, je sais que notre pays est un pays minier, à fort potentiel minier, qui actuellement, en tout cas les collectivités ont un fonds de développement local qui peut les aider quand même à créer de l'émulation économique au niveau de leur ressort territorial. Et ça, c'est ce que les populations attendent. Les populations veulent être, j'allais dire, occupées. Les populations veulent avoir un revenu. Parce que ça, c'est quand on fait de la gratuité, moi, à mon avis, c'est contre-productif. Il faut donner beaucoup plus. Au lieu d'apprendre de donner du poisson à chacun, il faut lui apprendre à pêcher. Donc, il faut mieux faire en sorte qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Chacun prend son revenu. Bon, tu pars à l'école, tu payes. Tu vas au centre de santé, tu payes. Même si on va subventionner que ça soit moindre, mais au moins tu vas payer. Merci M. Douagno. M. Ouedraogo, nous sommes à la fin de notre émission. Que voulez-vous que les téléspectateurs de Savane TV viennent sur notre thème, la mobilisation des ressources communales? Alors, je voudrais simplement dire que le développement de la commune est une affaire de toutes et de tous. Chacun doit s'y impliquer. Et chacun doit aussi payer régulièrement ses taxes, ses impôts et apporter en tout cas sa contribution au développement de la collectivité. Et généralement, il y a des espaces d'interpellation des premiers responsables de la commune. Et ce serait important en tant que citoyen également qu'ils puissent se saisir de ces espaces-là et proposer en tout cas leurs idées et apporter aussi leurs critiques pour que nous puissions nous développer. C'est sur ce thème que nous allons clore nos échanges sur le budget communal. Comment se fait la mobilisation des ressources communales? En rappel, je recevais sur le plateau de Savane Eco M. Sampaouende Ouedraogo, conseiller municipal de la commune urbaine de Kaya, et M. Herman Douagno, qui est secrétaire exécutif de SERA FP. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ainsi donc s'achève Savane Eco. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro en relation avec le budget de l'État 2021. À très bientôt.